Ok, je vais vous montrer quelque chose, un endroit absolument fascinant, et je vous invite à en profiter tant que vous le pouvez encore. Là, on est sur Minecraft, le jeu le plus vendu de tous les temps, sur une vieille version, sortie il y a plus de 10 ans. Voilà, vous pouvez regarder, on a un peu de sable, un peu d'eau et un peu d'herbe. Rien de fascinant pour le moment, et pourtant je ne vous ai pas menti. Ce que vous regardez là maintenant, c'est une map très particulière, probablement la map la plus particulière de Minecraft à vrai dire. Et si vous voulez commencer à comprendre pourquoi, je peux vous montrer cette même map 10 ans plus tard. Ça fait bizarre, hein. Et pourtant, on est au même endroit, à quelques blocs près. Vous voyez des débris, des structures colossales, vous ne devez rien comprendre, d'autant plus que je vous ai dit que c'était fascinant. Alors, qu'est-ce qui est fascinant, ici? C'est simple, les joueurs. Et pour comprendre pourquoi, on va revenir 10 ans en arrière avec notre sable, notre eau et notre herbe. Ici, on est sur un serveur qui s'appelle ToBeTutti, un serveur fondé par quelques amis, et puis très vite légué, notamment et surtout, à un individu qui joue sous le pseudonyme de Housemaster. Au début, ce serveur n'a rien de particulier, les gens y jouent très tranquillement, en petit comité, entre amis, et puis ses amis se disent un beau jour, ennuyés, qu'il serait peut-être amusant d'ouvrir la porte de leur serveur à n'importe qui des inconnus pour voir à quel point le dit serveur pourrait être détruit. Alors ils commencent à faire de la pub sur certains des plus gros forums de l'époque, comme Reddit, 4chan et Facepunch, en annonçant très simplement que tout le monde peut venir, et surtout faire tout et n'importe quoi. Ce qui n'est pas courant. Déjà à l'époque, quand on lance un serveur, habituellement c'est pour se fabriquer un petit monde tranquille, jouer avec ses amis ou s'en faire de nouveau, en construisant de petites maisons, en élevant quelques moutons. Alors un serveur ouvert à tous qui n'interdit rien, eh bien ça intrigue. Et très vite le serveur se peuple de dizaines puis de centaines de joueurs qui viennent principalement profiter d'une liberté quasi inédite jusqu'alors. Rapidement le spawn, là où arrivent tous les nouveaux joueurs, est abîmé, que ce soit à cause d'explosions de creepers, des monstres du jeu, ou simplement parce que certains s'amusent à prendre et à détruire des blocs. Ce qui se met surtout en place très rapidement, c'est un phénomène loin d'être étonnant et auquel vous allez devoir vous habituer parce qu'il va régir la vie de ce serveur pour les 10 années à venir, le clan. Il se forme des clans. Et les premiers d'entre eux, ce sont des clans qui se forment assez naturellement. Je vous ai dit que les fondateurs du serveur avaient posté sur Reddit, 4chan et Facepunch. Bon, eh bien on aura un clan pour Reddit, un pour 4chan et un pour Facepunch, et puis plein de petits autres. Chaque groupe fonde sa base, puis ses bases, et très vite, vous l'imaginez bien, déjà il y a 10 ans, tout le monde cherche à anéantir le groupe d'à côté, ce qui lance ce qu'on appellera plus tard l'ère Facepunch, parce que ce clan Facepunch, c'est de loin le groupe le plus peuplé, et de loin celui qui s'attire le plus les foudres de ceux qui n'en font pas partie. Ce qui est étonnant, parce que les Facepunchers sont anarchiques, comme le veut le serveur, mais surtout plutôt pacifiques, et c'est peut-être en fait là le problème. Ils sont arrivés un peu après les autres, ils ont vu à quel point les membres du clan 4chan étaient chaotiques, et ils ont décidé, en groupe, d'instaurer un peu d'ordre, de construire et de jouer pacifiquement. Et en réponse, ils se font harceler, tuer, et leurs bases sont détruites en boucle. Bon, je ne décrirai pas en détail les événements de cette guerre, sachez simplement que le harcèlement va fonctionner, et que petit à petit, la plupart des membres du clan Facepunch vont quitter le serveur. Bon, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Ok, premièrement, ça c'était la première grande ère de ToBeTutti, déjà marquée par la guerre de clans. Et ça va durer, le serveur va se développer à son rythme, construit tout autour de cette dynamique de groupe. ToBeTutti commence à sérieusement faire parler de lui, à attirer de nouveaux joueurs qui se réunissent, souvent par hasard, et qui finissent par partir ensemble à l'autre bout du monde pour construire d'immenses bases protégées à l'abri des regards. Et évidemment, après quelques temps, ces joueurs repartent, ils quittent leur base pour un moment et ils lancent des expéditions punitives contre d'autres groupes qu'ils n'apprécient pas. Bon, en fait, ce n'est même pas nécessairement qu'ils ne les apprécient pas, c'est surtout que cette idée de détruire la base de l'autre devient la culture du serveur. On construit en étant parfaitement conscient que quelqu'un, au même moment, est en train de sillonner la carte à la recherche d'une base, n'importe laquelle, pour la piller, puis la détruire. Et ce quelqu'un qui est en train de piller votre base, il sait pertinemment que, au même moment, à 100 blocs, ou 1000, ou 2 millions de lui, se trouvent d'autres individus, seuls ou en groupe, qui parcourent sans s'arrêter des distances absurdes pour avoir la chance de trouver, piller et détruire une base qui sera peut-être la vôtre. Bon, donc ToBeTutti vraiment c'est le Far West, mais vous ne comprenez pas encore à quel point. Alors je vais vous le faire comprendre, et on va commencer doucement. Comme sur ToBeTutti tout est permis, les joueurs installent rapidement des cheats, à savoir des logiciels qui leur permettent de tricher pour tout et n'importe quoi, pour voir à travers les murs, pour viser automatiquement les joueurs qui s'approchent de vous, pour cliquer très vite et automatiquement sur tout et n'importe quoi, bref. Ce que vous voulez, imaginez-le, c'est dessus. Aucun vétéran de ToBeTutti ne joue sans client de cheat, et aucun d'entre eux ne se gêne à utiliser les siens pour trouver et détruire les bases de ceux qu'il veut trouver et détruire, même si ces cheats ne permettent pas en soi de localiser des bases. À vrai dire, les plus gros cheats, ceux qui casseraient complètement le jeu, sont bannis par Housemaster. Ok, on monte un peu. En plus des cheats qui leur permettent de modifier le jeu, les joueurs trouvent des bugs du jeu ou du serveur pour faire un peu ce qu'ils veulent. Il y a toute une catégorie de bugs qui permettent de dupliquer des items, des objets. Et oui, miner c'est quand même beaucoup plus long que de simplement copier-coller, et on trouve des dizaines de méthodes de duplication, comme par exemple celle qui consiste à volontairement se faire kick, donc virer du serveur, tout en lâchant ses objets à l'exact moment du kick. Et quand vous vous reconnectez, vos objets sont par terre, mais aussi dans votre inventaire, ce qui a tout simplement doublé toutes vos possessions. Et je vous présente celui-ci parce qu'il est facile à comprendre, mais il en existe des dizaines, découverts année après année, qui utilisent tout et n'importe quoi, des cartes, des ânes, des cactus, des pistons. Bref, je vous explique ça, mais vous ne devez pas encore comprendre à quel point les joueurs de ToBeTutti sont ingénieux, alors on va encore monter d'un cran, et je vais vous emmener dans l'End, l'une des 3 dimensions de Minecraft, dans laquelle vous avez des îles pâles qui flottent au-dessus du vide. Dans cette dimension, vous avez une île principale, sur laquelle vous arrivez en premier, et qui vous permet notamment de retourner dans le monde normal, et plein de petites îles mineures tout autour, que vous explorez généralement pour trouver des objets ou des matériaux. Les
développeurs, pour faciliter le retour des joueurs à l'île principale, ont placé sur les îles mineures des passerelles de l'end un peu partout dans cette dimension qui vous téléportent immédiatement à l'île principale, où que vous soyez dans l'end, notamment en vous plaçant dans un bateau poussé par un piston dans la passerelle. Donc là par exemple, je rentre, le piston me pousse et je suis de retour sur l'île principale. Ça c'est normal et très pratique pour un joueur perdu, mais sur 2B2T qui souffre déjà de gros problèmes de lag, cette mécanique est parfois utilisée par certains joueurs pour faire crash le serveur. Housemaster, l'administrateur, corrige rapidement le problème. Dès qu'un joueur prend ce portail sur un bateau, il apparaît une fraction de seconde sur l'île principale, comme prévu, mais est immédiatement renvoyé là d'où il vient. Plus de retour facile donc. Bon, nous, en voyant ça, on se dit tant pis. Mais les joueurs de 2B2T, eux, ont évidemment réfléchi différemment en retournant le problème. Quand un groupe d'individus veut se déplacer loin dans l'end, normalement, ça prend du temps, sauf s'ils utilisent la correction du bug à leur avantage. S'ils sont sur l'île principale, il leur suffit pour se rendre ici, par exemple, d'y avoir déjà placé un membre, le joueur X, près d'une passerelle de l'end. X va rentrer dans la passerelle avec un bateau, sera téléporté à l'île principale, ce qui est normal. Il y sera présent juste une fraction de seconde, pendant laquelle celui qui veut partir avec lui va cliquer immédiatement, grâce à un cheat, sur le bateau, ce qu'il fera monter avec lui. Le serveur ensuite, qui sait que le joueur n'avait pas le droit d'emprunter la passerelle, va renvoyer le bateau là d'où il vient, ce qui fait que le joueur de l'île de départ peut traverser quelques millions de blocs en une seconde. Et il suffit pour le reste du groupe de répéter l'opération. Le joueur X rentre en boucle dans la passerelle, sera téléporté à l'île, quelqu'un montera dans le bateau et ils seront tous les deux renvoyés en arrière. Une mécanique qui sera évidemment notamment utilisée pour déplacer de grands groupes dans l'end et détruire des bases qui semblaient à l'abri. Bon, vous comprenez un peu mieux à quel genre d'individu on a affaire. Et ça sur 2B2T c'est complètement normal. Chaque mécanique sera abusée, bidouillée, chaque bug essayé, chaque patch de bug mis à l'épreuve. Et pourtant, ça, ce n'est toujours pas grand-chose, comparé à la suite, que je vous réserve pour un peu plus tard. Avant ça, je vais vous présenter la deuxième raison qui m'a poussé à vous parler de la petite guerre du début. Je l'ai fait pour vous mettre face à l'essence même de 2B2T. Alors oui, les clans se font la guerre, mais c'est plus que ça. La guerre Facepunch, c'est surtout un groupe en place, celui de 4chan, qui a lutté contre un groupe de nouveaux arrivants, les Facepunchers. Ça, c'est le plus important. Sur 2B2T, les nouveaux arrivants ne sont pas les bienvenus, surtout lorsqu'ils arrivent les têtes pleines d'idéaux ou de concepts qui iraient à l'encontre de la machine à chaos que petit à petit ce serveur est en train de devenir. Ça, c'est ce qui va faire vivre le serveur. La haine des nouveaux arrivants, qui sera cristallisée en des événements très particuliers, appelés des incursions, et qui consistent pour un groupe de joueurs à venir au spawn, l'endroit où arrivent les nouveaux joueurs, à s'y installer pour quelque temps et à tuer tout le monde, de manière à bien faire comprendre aux nouveaux arrivants qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et comprenez-moi bien, les joueurs sont de toute manière toujours chassés au spawn, il y aura toujours des vétérans pour ruiner l'expérience de jeu des joueurs intéressés. Une incursion c'est plus que ça, c'est un groupe, voire plusieurs groupes, qui laissent leurs conflits et leurs revendications de côté, qui s'organisent avec des réunions fréquentes, des gardes, des bases d'opération, et qui construisent de larges routes pour permettre des patrouilles et la sécurisation du périmètre, ou d'immenses murs en pierre ou en obsidienne autour du spawn, mur après mur après mur, de manière à ce que personne ne s'échappe du centre. Ils rasent les forêts sur des milliers de blocs à la ronde, de sorte à ce qu'aucun nouvel arrivant ne puisse se fabriquer des outils, ils ravagent les champs et les touffes d'herbe, et ils tuent tous les animaux, si bien que, même en arrivant à s'échapper du spawn, les joueurs mourront inévitablement de faim. À l'heure actuelle sont référencées 10 incursions, qui sont parfois simplement provoquées par l'ennui des joueurs, parfois en tant que stage de cohésion de groupe, pour un clan en particulier, et parfois par l'arrivée de créateurs de contenu, qui sont beaucoup à venir au fil des années, tous intrigués par ce qu'ils seraient capables de faire avec leur communauté sur le plus vieux serveur anarchie de Minecraft. Le premier vrai gros youtubeur à le faire, c'est Camping Rusher, un créateur de contenu canadien à plus d'1 million d'abonnés, qui déclenchera en postant une première vidéo découverte du serveur, une guerre, appelée la Rusher War, qui durera de juin 2016 à octobre 2016. Après lui, le serveur en verra d'autres, beaucoup d'autres, comme notre français Fuse, par exemple, gros youtubeur Minecraft, qui en septembre 2018 postera à son tour une vidéo de lui tentant de survivre sur le serveur. Et sa communauté, curieuse et dévouée, n'hésite évidemment pas à venir après lui, s'organisant en armée, évidemment, en réponse, une incursion, la 7ème. Celle-ci, comme chaque autre incursion, est évidemment plus violente encore que la précédente. Ils creusent des tranchées, ou les créent en utilisant des machines à TNT, ils placent des portails piégés qui offrent un espoir de liberté aux nouveaux, mais qui les enferment en fait dans des cages aux matériaux très durs, ou mettent encore en place un immense mur de lave entourant tout le spawn, appelé le French Fryer. Et ça c'est pour cette incursion, mais les vétérans de 2B2T ne se lasseront jamais de trouver de nouvelles manières de ruiner l'arrivée des curieux. C'est un sport national. Ils font apparaître en boucle des wizards, des boss du jeu très durs à battre, encore plus sans équipement, qui bombardent le spawn. Ils installent des machines qui ralentissent le serveur, qui rendent le jeu plus invivable encore qu'il ne l'est habituellement. Parfois, tout simplement, ils chargent tellement le serveur que 2B2T crash, à savoir qu'il s'éteint, surchargé, et que tout le monde est déconnecté, ce qui freine complètement le momentum des assaillants. Et puis, plus loin, ils construisent, bien en vue du spawn, des symboles peu recommandables, un en particulier qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire de notre voisine germanique, de manière à ce que les youtubeurs et streamers n'osent plus diffuser ou rediffuser leurs tentatives de survie sur le serveur, par crainte d'être bannis par leur plateforme. Ils mettent en place des pièges de matériaux très
très durs qui emprisonnent les nouveaux joueurs et dans lesquels les vétérans déversent automatiquement et immédiatement dans l'inventaire des nouveaux joueurs des shulkers, sorte de coffres améliorés, pleins à ras-bord de livres possédant un immense nombre de caractères, ce que le serveur détecte immédiatement comme une anomalie et vire automatiquement celui qui possède le dit shulker. Quand le pauvre joueur essaie de se reconnecter, le serveur le redétecte immédiatement et le déconnecte dans la seconde, ce qui fait que le joueur est virtuellement banni du serveur. Bon, je pourrais vous en parler des heures de ces méthodes trouvées par les participants des incursions, c'est franchement drôle, mais ce serait honnêtement un poil long, et je veux maintenant passer de l'amusant au franchement impressionnant. Cette haine des vétérans pour les nouveaux joueurs ne leur fait pas perdre de vue le principal. Les plus dangereux sur 2B2T, ce ne sont pas les nouveaux arrivants qui, eux, ne connaissent rien à rien. Le vrai danger, ce sont les autres vétérans. Ce sont eux qui peuvent le plus facilement leur faire du mal, eux qui connaissent les cheats, les méthodes de duplication, et qui passent des semaines à arpenter la map pour avoir la chance de tomber sur une base qu'ils pourraient piller. Et là, vous allez voir, ça ne rigole plus du tout. Sur 2B2T, la denrée la plus rare, et de loin, c'est l'information. Ce que veulent les vétérans du serveur, ce sont les positions des individus et de leur base pour tuer les premiers et piller les seconds. Et évidemment, ces joueurs ne se contentent pas juste de sillonner les terres de 2B2T, ils vont évidemment abuser de bugs qu'on appelle les coordinate exploits, et on en a une jolie liste. Le Thunder Hack, qui permet de traquer la position d'un individu en considérant que la foudre ne frappe jamais dans une zone qui n'a pas été chargée par un joueur. Le Message Coordinate Exploit, qui utilise un envoi de message général pour trianguler la position d'un individu. Le Terrain Exploit, qui permet de comparer une photo ou une vidéo d'un endroit du serveur à la map originale, à laquelle tout le monde a accès, en comparant les patterns de blocks, qui permet de récupérer les données de l'endroit. Le problème de tous ces exploits, c'est que non seulement ils ne sont que très partiellement efficaces, mais c'est surtout qu'ils sont patchés, corrigés, fidèlement, sans relâche par notre administrateur Housemaster. Et donc pendant 10 ans, la seule vraie méthode qui ne lâche pas les joueurs de 2B2T quand il s'agit de trouver une base, c'est de tourner en rond et d'espérer tomber sur quelque chose. Et c'est long. Et puis arrive 2018, et c'est là que j'ai compris que les joueurs de 2B2T étaient différents. Si vous ne connaissez pas Minecraft, pour casser un bloc à la main ou à la pioche, il faut normalement se tenir près du 10 bloc et rester appuyé sur clic gauche jusqu'à ce que ça casse. Mais un petit groupe d'individus, début 2018, du nom de Nerds Inc., découvre un bug qui leur permet de casser un bloc à distance, et pas seulement à 10 blocs ou à 50, mais théoriquement aussi loin qu'ils le veulent, même dans des zones non chargées par des joueurs. Et ça, c'est compliqué pour le serveur de 2B2T qui, quand ils sont surchargés, crachent complètement, ce qui pourrait par exemple être utilisé par Nerds Inc. pour gêner Housemaster. Donc nos joueurs ont un joli bug sous le coude, mais plutôt que de l'utiliser immédiatement, ils se posent un moment. Eux aussi, comme le reste du serveur, ils veulent une méthode pour récupérer les coordonnées de joueurs et de bases adverses. Alors ils réfléchissent. En juillet 2018, le serveur commence à crash à répétition. Housemaster, notre administrateur, reçoit des rapports de bugs qui expliquent que des zones sont chargées sans que personne ne s'y trouve. Alors House, comme à son habitude, quand il reçoit des rapports de bugs, il va le transmettre à PaperMC, ce avec quoi fonctionne le serveur 2B2T, et PaperMC très vite corrige le bug de manière assez évidente. À partir de ce moment, un bloc ne pourra plus être cassé dans une zone vide de joueurs, comme ça, pas de crash. Bon, dommage pour Nerds Inc., sauf que pas du tout. Nerds Inc., à vrai dire, à ce moment-là, ils sont ravis. Vous savez pourquoi? Parce que, évidemment, c'est exactement ce qu'ils voulaient qu'il se passe. À partir de là, les nerds positionnent au spawn, au centre de la map, un compte qui va tenter d'utiliser le bug qui permet de casser des blocs à distance. Il va cliquer, en spirale, en tournant autour du spawn, dans des zones loin de lui. Quand un bloc ne se casse pas, ça veut dire que PaperMC leur interdit de casser le bloc, parce qu'il n'y a personne dans la zone. Quand un bloc se casse, PaperMC laisse passer, puisque quelqu'un y est. Est-ce que vous commencez à comprendre? Si le joueur du milieu arrive à casser un bloc avec un bug dans une zone éloignée, ça veut dire que quelqu'un se trouve dans cette zone éloignée. Là, ce que Nerds Inc. ont mis au point, c'est un radar qui ratisse le serveur petit à petit en s'éloignant du spawn et en notant très précisément les zones chargées. Le groupe commence à s'en servir pour trouver et piller des bases et ça va commencer à faire peur parce que personne ne comprend comment des joueurs peuvent trouver des bases aussi vite. Alors ce que fait notre petit groupe, c'est qu'il donne un nom à leur projet, NoCom pour No Comment. Pas de commentaires en français, qu'ils répondent quand on leur pose des questions. Ce qu'ils font surtout, c'est qu'ils laissent derrière eux de fausses pistes, de vrais exploits qu'ils font mine d'avoir utilisé, tout ça pour camoufler NoCom. Et vous savez quoi, ça ne s'arrête pas là du tout. Le système est bon, mais il pourrait être plus efficace encore. Alors Nerds Inc. recrute un joueur, Lager, légende du serveur et excellent programmeur qui améliore considérablement NoCom. Désormais, le radar scanne les grands axes, les grandes routes qui traversent le serveur pour avoir plus de chances de tomber sur un joueur. Quand il en trouve un, il le suit et il garde chaque zone chargée en tête. Il associe chaque tracé à un joueur en notant le timing où la piste de zone s'arrête et celui où un joueur déconnecte du serveur. Ce qui donne, après quelques temps, ça. Et ça va encore plus loin. Le programme va ensuite être capable de scanner toute une zone d'objets inhabituels, de comparer ce qu'il trouve à la map originelle, vierge, et construire dans un monde séparé la différence entre les deux. Une fois la structure ou l'ensemble de structures construites, elles sont immédiatement envoyées et stockées sur une base de données séparée que Nerds Inc. peut visiter à volonté. Quand ils y trouvent de belles choses, de belles bases, ils peuvent les visiter à l'avance pour noter la position des coffres par exemple, et puis quand ils se retrouvent seuls sur 2B2T, ils se rendent aux coordonnées associées au bâtiment et ils pillent l'endroit, tout en continuant à laisser de fausses pistes derrière eux, en faisant croire à tout le monde qu'ils ont utilisé un coordinate exploit moins puissant que NoCom. Si aujourd'hui on sait tout ça, c'est que l'exploit sera découvert 2 ans après Nerds Inc. en 2021 par un autre groupe de joueurs complètement indépendants qui eux aussi tombent sur le bug et commencent à l'exploiter, mais de manière beaucoup plus brute et beaucoup moins discrète, ce qui fait que en 2021 le bug sera finalement patché par Housemaster. Je
pense que vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que ce serveur était fascinant. Ces joueurs sont prêts à tout. Et peut-être que vous trouvez ça impressionnant, ou peut-être en fait complètement stupide, mais pour moi, je dois vous le dire, le jeu vidéo, c'est ça. Et je sais que vous êtes beaucoup ici à particulièrement apprécier les grands jeux solo, aux longues histoires, aux bandes originales touchantes, aux dialogues complexes, profonds, construits de main d'experts. Moi, ça ne me fait rien. Parce que j'ai conscience de ne pas être libre, conscience de faire exactement ce qu'on s'attend à ce que je fasse. Et évidemment, tout le monde en a conscience, je ne suis pas le seul. Mon problème à moi, c'est que je n'arrive pas à en faire abstraction. Je n'arrive pas à me laisser emporter. Et les membres de Toupitoути sont, je pense, comme moi. Parce que eux, ça fait des années qu'ils goûtent à une liberté véritable. Des années que, plutôt que d'assister aux histoires, ils en vivent des petites, des grandes, étalées sur des années, de vraies histoires non écrites, façonnées par des événements inattendus, par des bugs, des tricheries, des trahisons, qui naissent des volontés contraires de joueurs qui veulent goûter au chaos et à la liberté qui permet aux 10 chaos de s'étendre sans limite. Et c'est aussi ce qui rend ce serveur si particulier, toutes les dates, tous les événements sont mis en commun et consignés à différents endroits, et notamment sur internet, il y a de gros youtubeurs qui ont explosé en faisant quasiment uniquement des vidéos sur Toupitoути, d'ailleurs je vous mets leur lien dans la description. Il y a une frise chronologique et un wiki très complet qui référence les joueurs, les groupes, les événements, et oui, pour préparer cette vidéo, j'ai lu chaque date. Une par une. Mais c'était long, Dieu que c'était long, mais que c'était bien, et surtout que c'était fascinant, parce que ce que ces joueurs sont en train de construire, c'est une véritable légende. Toupitoути n'est plus seulement un serveur Minecraft, c'est un endroit à part, un vrai lieu d'internet. Et si vous voulez participer à cette histoire, je vous invite à essayer, avec l'adresse en description, à peut-être aller casser un bloc, ou à tenter de vous échapper du spawn et à vous fabriquer un petit stuff. Peut-être que j'irai moi aussi y faire un tour, qui sait. Je vise les 500 000 abonnés avant la fin de l'année, et je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre dans cette petite aventure. Merci encore pour votre soutien, merci pour vos abonnements. En attendant, moi je vous embrasse, et on se retrouve très bientôt. Tchuss.